En l'an 1308, les cours d'Europe furent témoins d'un événement qui allait changer à jamais le cours de l'histoire anglaise et française. Isabelle, la fille du puissant roi Philippe IV de France, dit « le Bel », traversait la Manche pour s'unir par le mariage à Édouard II d'Angleterre. À seulement 12 ans, Isabelle n'était pas seulement une mariée, mais un pion diplomatique dans un jeu de pouvoir séculaire entre les deux nations. Le mariage, célébré avec faste et apparat en la cathédrale de Boulogne, promettait une ère de paix et de prospérité. Cependant, derrière les sourires protocolaires et les robes de soie et d'or, se cachait une sombre réalité que peu osaient murmurer. Édouard II, un roi dont les inclinations et les favoris causaient déjà des murmures de mécontentement parmi la noblesse anglaise, ne voyait en Isabelle guère plus qu'une obligation politique nécessaire pour maintenir les apparences. Pour la jeune princesse, l'Angleterre ne serait pas le conte de fées que beaucoup imaginaient à Paris, mais plutôt un champ de bataille où son intelligence, sa patience et sa résilience seraient testées à leur limite absolue. Elle arrivait dans une cour profondément divisée, où l'influence de favoris royaux comme Pierre Javeston semait déjà les graines de la discorde qui, des années plus tard, fleurirait en une rébellion ouverte et sanglante. C'est l'histoire de la façon dont une jeune fille, envoyée pour être une reine soumise, s'est transformée en la légendaire Louve de France. Une femme dont la détermination et l'astuce allaient renverser un roi et façonner l'avenir d'un empire. Les années qui suivirent le mariage furent marquées par une humiliation croissante et douloureuse pour Isabelle. Tandis qu'Édouard II se perdait dans son obsession pour des favoris comme les dépenseurs, la reine était systématiquement marginalisée, ignorée et même ridiculisée dans sa propre cour. L'influence de Hugh Dépenseur le Jeune sur le roi devint si absolue qu'Isabelle vit sa propre autorité et sa dignité s'éroder jour après jour. Elle n'était reine que de nom, tandis que les décisions du royaume étaient prises dans les appartements privés du roi et de ses favoris. En 1324, la situation atteignit un point de rupture insupportable. Sous prétexte d'une guerre imminente avec la France, Édouard II, poussé par les dépenseurs, prit des mesures drastiques et cruelles contre sa propre épouse. Ses terres en Angleterre, qui garantissaient son indépendance financière et son statut, furent confisquées par la couronne, la laissant sans ressources propres. Ses enfants, le futur Édouard III et ses frères et sœurs, furent cruellement éloignés de ses soins, confiés à la garde d'alliés des dépenseurs, dans une tentative claire de briser l'esprit de la reine. Même les membres les plus fidèles de sa maison royale, ceux qui l'avaient accompagnée depuis la France et étaient son seul lien avec sa terre natale, furent emprisonnés ou exilés. Isabelle se retrouvait dans une prison dorée, une reine sans royaume, une mère sans enfant et une épouse sans mari. L'isolement était presque total, et le danger pour sa propre vie devenait de plus en plus réel, à mesure que les dépenseurs consolidaient leur pouvoir. C'est dans cet abîme de désespoir que la Louve commença à s'éveiller. Isabelle comprit que la soumission ne ferait qu'accélérer sa ruine et celle de ses enfants. Elle devait agir, non seulement pour sa survie, mais pour protéger le droit de son fils au trône qui lui était dû par la naissance et la lignée. L'opportunité de s'échapper se présenta sous le couvert d'une mission diplomatique délicate. Isabelle convainquit Édouard II de l'envoyer en France pour négocier un traité de paix avec son frère, le roi Charles IV. C'était un pari risqué, mais le seul qui lui restait. Une fois sur le sol français, entourée de sa famille et loin de l'influence des dépenseurs, elle refusa de revenir tant que les favoris resteraient au pouvoir. C'est à Paris que le destin d'Isabelle croisa celui de Roger Mortimer, un baron anglais exilé qui s'était échappé de la tour de Londres de façon audacieuse. Mortimer était un homme d'action, animé par une haine profonde contre Édouard II et les dépenseurs qui avaient détruit sa famille. Entre la reine outragée et le baron rebelle, naquit une alliance forgée dans le feu de la vengeance et de l'ambition politique. Des rumeurs d'une romance interdite commencèrent à circuler dans les cours européennes, scandalisant la chrétienté. Mais ce qui unissait réellement Isabelle et Mortimer était un objectif commun et inébranlable, la libération de l'Angleterre de la tyrannie des favoris royaux. Ensemble, ils commencèrent à rassembler une armée de mercenaires et de nobles mécontents qui avaient fui le régime oppresseur d'Édouard. Isabelle, faisant preuve d'une habileté politique magistrale et d'une capacité de leadership inattendue, s'assura le soutien de son frère et d'autres alliés continentaux. Ils n'étaient pas seulement alliés, ils orchestraient une révolution. Chaque mouvement sur la carte, chaque lettre envoyée en secret au baron en Angleterre, était un pas calculé vers la confrontation inévitable. Isabelle n'était plus la princesse soumise de 1308. Elle était désormais un chef militaire et politique, prête à revendiquer ce qui lui avait été volé. En septembre 1326, Isabelle et Mortimer débarquèrent sur la côte du Suffolk avec une force petite, mais déterminée. À la surprise d'Édouard II, le pays ne se souleva pas pour sa défense,
Au contraire, le peuple et la noblesse virent en elle une libératrice. Les villes ouvrirent leurs portes et les nobles désertèrent en masse pour rejoindre le camp de la reine. Le régime des dépenseurs s'effondra comme un château de cartes sous le poids de sa propre corruption. Édouard II fut capturé, forcé d'abdiquer en faveur de son fils, et finit par trouver une fin mystérieuse et brutale en prison. Un destin qui résonnerait pendant des siècles comme un avertissement aux tyrans. En janvier 1327, le jeune Édouard III fut couronné roi d'Angleterre, avec Isabelle et Mortimer agissant comme régents. Le triomphe d'Isabelle était absolu. Elle était passée d'une reine humiliée à la dirigeante de fait de l'un des royaumes les plus puissants de la chrétienté. Bien que sa période de régence ait été marquée par des controverses, et finalement par le coup d'État de son propre fils, pour prendre le pouvoir total, l'impact d'Isabelle sur l'histoire est indéniable. Elle a démontré qu'une femme, même dans les circonstances les plus adverses, pouvait défier les structures de pouvoir de son époque et vaincre. Son héritage n'est pas seulement celui d'une rebelle, mais celui d'une mère qui s'est battue farouchement pour l'avenir de sa lignée. Isabelle de France, la Louve, reste l'une des figures les plus fascinantes et complexes du Moyen-Âge. Une femme qui a transformé sa douleur en pouvoir et sa marginalisation en un règne qui résonnerait à travers les siècles. La perception historique d'Isabelle de France a subi des transformations drastiques au fil des siècles. Pendant longtemps, les chroniqueurs médiévaux, pour la plupart des hommes d'église, l'ont peinte comme une méchante, une femme qui a trahi son mari et son roi, se concentrant uniquement sur sa relation avec Mortimer pour délégitimer ses conquêtes politiques. L'épithète Louve de France fut initialement utilisée comme une insulte, une façon de déshumaniser son ambition et son refus d'accepter le rôle passif que la société lui imposait. Cependant, les historiens modernes ont commencé à réévaluer sa trajectoire sous un jour différent. Ils voient en Isabelle une survivante politique astucieuse qui a navigué dans un monde extrêmement dangereux et misogyne. Sa décision de s'allier à Mortimer n'était pas seulement une question de passion, mais une nécessité stratégique de survie. Sans cette alliance, Isabelle aurait probablement été éliminée par les dépenseurs, qui n'auraient pas hésité à la faire taire pour toujours. De plus, son action en tant que régente, bien que courte, a apporté une stabilité temporaire à un royaume qui était au bord de l'effondrement sous le gouvernement erratique d'Édouard II. Elle fut également une protectrice des arts et de la culture, apportant les influences de la cour française sophistiquée en Angleterre, enrichissant la vie culturelle du pays. L'histoire d'Isabelle nous invite à nous questionner sur la façon dont les femmes puissantes sont dépeintes dans l'histoire, et comment leurs actions sont souvent jugées avec une rigueur qui n'est pas appliquée à leurs contemporains masculins. Elle n'était pas seulement une reine, elle était l'architecte de sa propre fortune, une femme qui avait compris que dans le jeu du pouvoir, soit on gagne, soit on périt. Son sang a continué de couler dans les veines des monarques anglais pendant des générations, influençant la politique européenne bien au-delà de son vivant. En regardant les images de sa vie, de l'innocence du mariage à l'autorité du trône, nous voyons l'évolution d'une âme qui a refusé d'être brisée par les circonstances. Isabelle de France reste encore aujourd'hui un symbole de résistance féminine et de la façon dont la volonté d'une seule personne peut altérer le destin de millions. Sa vie est un rappel que l'histoire n'est pas faite seulement de grandes batailles et de traités, mais aussi des choix courageux, faits dans l'ombre des châteaux et dans les murmures des conspirations. Que l'histoire de la Louve continue de nous inspirer à chercher notre propre force, même quand le monde semble être contre nous, nous rappelant que le pouvoir réside en ceux qui osent le revendiquer.